Bonjour à tous et à toutes. Alors, j'espère que vous pouvez bien m'entendre. Ici Charles Cabouret. Je travaille chez HCL Software depuis un an. On va attendre encore une petite minute ou deux, le temps que l'ensemble des invités puissent nous rejoindre sur ce webinar. J'espère que vous pouvez voir mon écran et m'entendre à distance. Tanguy, si tu peux me confirmer qu'il y a une bonne réception à distance et que l'enregistrement est commencé. Sur le chat, ça me Pour moi, conforterait. c'est bon. On entend D'ac- bien et c'est enregistré, donc c'est bon. C'est parti. Ok, super. Alors, je vais mettre ça de côté. Écoutez, merci d'abord à tous et à toutes de rejoindre ce webinaire qui est un petit peu l'un des premiers qu'on va essayer de faire à peu près tous les 3 mois sur Unica. On a sorti depuis avril dernier la version 12 points également en juillet, et avec des nouveaux modules extrêmement importants. Et on va se concentrer aujourd'hui sur une journée essentiellement, avec un petit peu de vous montrer les nouveaux modules avec Deliver également. On a un nouveau module qui va arriver qui s'appellera Discover. Donc voilà, on va cette journée et cette journée, pardon, cet après-midi, en tout cas, j'espère qu'elle va vous plaire et être utile. Alors, si vous voyez toujours mon écran, on a la chance d'avoir Karunesh Abrol et Lionel Luga. Karunesh Abrol est le vice-président de Unica, de l'ingénierie d'Unica. Donc, c'est lui qui façonne votre Unica, votre roadmap, et il vous présentera ce qui s'est passé depuis l'arrivée d'HCL et ce qu'on souhaite faire dans les mois à venir. Lionel également représente ici, merci Lionel, et je voudrais remercier vraiment Velvet, puisque c'est grâce à eux qu'on organise ce webinar sur les nouveaux modules de Journée et Deliver. Donc Lionel vous présentera Velvet également, qui est notre partenaire sur la solution Unica, l'un de nos partenaires en tout cas. Laura viendra commenter une démonstration qu'on a créée avec eh bien des cas d'usage métiers, des cas d'usage, j'espère, qui pourront vous permettre de mieux imaginer comment est-ce que vous pouvez mettre en place ces nouveaux modules dans votre organisation et en tirer évidemment un profit. Et bien sûr, Olivier Nice, je ne sais pas si on doit le présenter encore. Olivier Nice a travaillé depuis de nombreuses années sur la solution Unica, et c'est avec lui qu'on aura la démonstration et on conclura sur cette démonstration. Voilà, donc le programme, alors j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage sur l'écran, mais je pense que c'est bon. Donc en introduction, hein, Lionel, puis Karunesh, et ensuite on passera sur une démonstration et comment améliorer la conversion de mes clients avec les nouveaux modules Unica. Alors Lionel, je te laisse la main et je suis à ton service pour passer sur les planches. Alors Lionel, on ne t'entend pas encore. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter assez rapidement, alors moi d'abord et Velvet surtout. Donc, moi, je suis Lionel Luga, je suis senior manager dans le pôle Digital Experience de chez Velvet. Et là, je suis en charge du partenariat avec HCL. Donc, Velvet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet qui a été créé, donc ça, c'est ça juste après pour Charles, qui a été créé il y a un peu plus de 15 ans. Donc, il a été créé basé initialement sur la partie conseil et très rapidement la partie data est venue s'ajouter. Et donc, depuis 15 ans, on a essayé de couvrir l'ensemble du pan, tant métier que techno, de la gestion de la relation client. Donc, le leitmotiv de Velvet, c'est vraiment tout ce qui est relation client, donc le customer centric aujourd'hui, et la customer experience. Donc, aujourd'hui, Velvet, c'est un peu plus de 200 personnes. C'est 5 agences, donc Paris, Toulouse, Lyon, Casablanca et Singapour. Et c'est sur l'année dernière, 93% de taux de recommandation. Donc ça, c'est le baromètre Happy Client qui est géré par une autre société externe. Donc depuis quelques mois, le site d'après, c'est la nouveauté de cette année. C'est que Velvet maintenant fait partie du groupe WPP. Alors pour ceux qui ne connaissent pas WPP, en France, c'est Wunderman Thompson. Donc Velvet est rattaché à Wunderman Thompson en France. C'est aussi Ogilvy, c'est aussi TNS Sofres en France. Donc c'est 107 000 personnes.
C'est voilà, 112 pays et c'est le premier acteur mondial de communication. Donc, ça vient de se faire, donc on n'a pas encore les détails de comment on va faire, mais l'idée, c'est vraiment de couvrir maintenant de façon complète tout ce qui est expérience client et en parallèle de s'ouvrir beaucoup à l'international. Voilà, donc comment est organisé Velvet, c'est le slide d'après. Donc, on en a parlé historiquement, business consulting, donc qui va de la stratégie client, de mise en œuvre de programmes de fidélité, de design de services, conduite du changement. Donc, c'est rajouté à ça la data science, donc tout ce qui est stratégie de data, big data, data mining, tout ce qui est data aujourd'hui, donc qui prend de plus en plus d'importance. On a une partie digital experience, donc ça c'est tout ce qui est stratégie digitale, donc les DMP, l'e-commerce, la gestion de campagne. On a une partie creative experience qui a été ajoutée il y a 1 an ou 2, qui nous permet d'avoir tout ce qui est UX, UI. Donc tout ce qui est typiquement dans les emails, on est capable de faire la conception des emails, ce qu'on n'était pas capable de faire avant, ainsi que tout ce qui est app mobile, tout ce qui est développement web. Et Smart Techno, donc c'est plus la partie vraiment technique, orientée BI, CRM, opérationnel, donc du Salesforce par exemple, pilotage de projet et cadrage et aide au choix de solutions. Donc, voilà pour Velvet, j'ai fait un très rapide tour. Pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui voudraient en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Maintenant, je vais laisser la parole à HCL. Merci beaucoup. Merci Lionel. Karunesh, can you speak and can you hear us? Karunesh? En fait, Charles, tout à l'heure, quand tu as muté tout le monde, ça permet pas aux gens de parler. Du coup, je viens de l'unmuter. D'accord. Karunesh, if Hey. you can. Yes. Hello. Can you hear us? Hi everyone. Apologies for this mute unmute stuff. No problem. Thank you, Karunesh. The stage is yours, and I will move the slide following your recommendation. Thank you very much, Charles. Good morning, good evening, everyone. My name is Karunesh, and I manage the development organization for Unica. Just a brief background of myself from Unica perspective. I joined Unica in 2004. And, I have seen the transitions of Unica from Unica to IBM to now HCL. So, it's been a fun ride with Unica. My entire career has been with Unica, and so is, most of my team, is also in the same boat, right? So Charles, can you go to the next slide, please? Usual disclaimers, yeah. So I just really wanted to start with the, with the Unica story. As most of you know, Unica was founded in 1992. We were a pioneer in marketing automation. Did a lot of revolutionary things in Unica, and in 2010, September, IBM acquired Unica, and IBM did, couple of great things with Unica in terms of, localization of the things and giving us a broad market theme. And after that, in 2017, IBM and HCL, they entered into a partnership of IPP, right? IPP, it meant that, both IBM and HCL will do the sales of Unica together, and HCL will solely do the development of this product. So based on this partnership, it was actually a game changer for at least as an investment in Unica. So when we came in from IBM to HCL, I had around 35 people who came from IBM to HCL in Unica. With the investments that HCL has done, we are around 140 people now just in the development team. So you can imagine the sort of investment that has gone in. And
very shortly, I'll let you know, how that investment has culminated into a lot of new things, right? But coming back to the history, because of the investment that was done by HCL in September 2017, we did a release version 11, and very shortly after, HCL acquired Unica. In March of 2019, we did release of version 11.1. Now the point to note here is version 11.1 was the biggest release since the time IBM had overtaken Unica. Right, we did a sort of a new product called Director, which gives you monitoring and a lot of control over environments, right? And a lot of other enhancements. We actually reduced a lot of customer requests or what we call customer enhancements in this release. Now, in July, when HCL completely acquired Unica, we thought of doing some, very, very innovative work with the sort of investment that we had in terms of development engineers. So what we did was we focused on 2 releases, version 12 and 12.1, in which not only we did a lot of enhancements, but we introduced 5 new products as well, which I'll just talk very shortly. So this is a brief history from 1992 to 2020, from Unica to HCL. Charles, next slide, please. Okay. So I'm not going to go in detail with these slides. So what I'm trying to show here is from version 9 to version 12, what all things have gone in as far as releases are concerned. For example, in version 10, we changed our UI UX in terms of periodizing the entire UI. We introduced some REST APIs, and we did some minor enhancements as well till 10.1, which was still IBM, right? Charles, next slide. Yeah, but if you look at from 11.1 onwards, you'll see a lot of yellow things, which are new things which have come in Unica. If you see the 11.1 tab, we did a Director, which was a new product. Added some campaign stuff. One of the major thing that we started from 11.1x was we started being an open source community. We started supporting JBoss, Tomcat, and MariaDB, which were all open sources, right? We really wanted to move away from being very, very close, tightly integrated with either WebLogic or WebSphere. Not that we are not supporting these two things right now, but we also wanted to support open source stuff. And now we see that there is a lot of adoption from customers on this open source. Then in March of this year, we did version 12. The theme was still the same. We wanted to introduce a couple of new products. So we introduced a centralized offer module. What it really did was, it centralized the offer mechanism for all the products and created a centralized repository of offers which could be used across. Right? Also, we started opening up the Unica portfolio. We had around 700 APIs, REST APIs that we wrote in version 12. We gave, we seamlessly also integrated Optimize with Campaign. Optimize another product, as you know. And we gave a clustering support for Optimize for better performance, right? This was just version 12. Charles, next slide, please. Yeah. So now comes version 12.1, which truly is, in my tenure with Unica, I have not seen so many products being introduced in Unica so far. So what we did in Unica 12.1 was we said that we'll make Unica as a cloud native platform, okay, where we will not restrict people to just be on premise, but if they really want, they can go on cloud of their own choice. It could be AWS, it could be GKS,
or it could be OpenShift. It could be anything that you really want to go to, right? And the design of Cloud Native was based on the latest technologies with Kubernetes and Helm charts. Right? So Charles, next slide, please. Yeah. So what we did with the Cloud Native was we had a continuous integration pipeline so that we could do faster releases, and that you will see after 12.1 anyway, that in 2 or 3 months we are releasing big functionalities. We started supporting Unica on OpenShift. We have Docker images which are on FlexNet and Excel Registry. We are working with Helm charts and other technologies. Now Unica upgrade with these things really become easy. It's as simple as on cloud. If you just say Helm upgrade, your product can be upgraded from one version to another version. So becomes as simple as that. And of course, as with any cloud native application, you get a lot of monitoring capabilities like cluster monitoring and other facilities that come with it. Right. Charles, can you go to the next slide, please? Yeah. Some of the other things are, we have an application deployment which is fully automated. There is very less manual intervention. As I said, we have MariaDB, which is an open source system supported now as system database. This is the first time in Unica's history that we have introduced a system database which is an open source. Earlier, we just used to have Oracle, DB2, and SQL Server, but MariaDB was supported now. And we have an seamless scaling with Cloud Native. The campaign listener or an Interact server group, you can scale this based on the load that you have. It's auto scaled. So if you have larger loads in your, during your peak periods, you can automatically scale them. So these are the advantages of the cloud native system. Next slide, please. Yeah. So these are some of the screenshots I thought, I'll show you with the IBM OpenShift, which is also supported. IBM OpenShift has a nice UI which shows you the monitoring. It's a one-click deployment. It gives you a nice security features, and it gives you a very nice GUI for Unica deployment. So I just thought of giving you this one example, but even for GKS and AWS, it's almost the same. So we are, as I said, we do not restrict ourselves to just one platform. We are platform agnostic from cloud native perspective. Next slide, please. Yeah. So as I said earlier, it had been our endeavor to go open source and reduce our dependency on proprietary technologies like WebSphere or DB2 or Oracle or Cognos. So in 12.1 and even earlier, we had started that. So in 12.1, we have support for JBoss Tomcat, which are open source application servers. We have MariaDB, which now is supported as system tables. And we have introduced Unica Insights, which is powered by BERT. So whatever reports out of the box reports we had given by Cognos, now they come to you with Unica by default. You don't need Cognos for that. So when you install 12.1, you get these very beautiful reports, around 90 reports, out of the box with Unica. Also, we have introduced Kafka with Unica Journey, and Kafka is now becoming more and more industry standard in terms of streaming. And we have an Apache Ignite now for Unica Interact. And this will be our story going forward. We'll be more and more supporting the open source systems, so that the cost to the companies will be much less in terms of having these systems. Next slide, please. Yeah. So
There are two parts to being open, right? One is, of course, have an open source system support, but also we have started opening our own ecosystems of Unica. Right? So we have now lots and lots and lots of APIs which are exposed. Some of the examples we have given you here, about campaign, interact, plan, and stuff like that. And a couple of months back, we had given one demo in one of the forums where we created a campaign, created a flow chart, created a process box, and executed that with Alexa. Now, don't want to say that we are compatible with Alexa, but now our ecosystem is so open that even Alexa can operate campaign and flow charts, and you can schedule it through Alexa through our APIs. Again, this is just a start. We have around 700 APIs that this endeavor will continue into future, and we plan to open up the entire Unica system in the coming releases. Next slide, please. Yeah. So if you look at it here, primarily Unica was on the left-hand side, plan, campaign, optimize, and interact till version 11.1. What we did in 12.1 is we introduced centralized offer management, COM. We introduced a brand new tool called Journey, which is our goal-based orchestration tool. We introduced a Deliver product, which does digital messaging in terms of email, SMS, and now in November we'll do it a push notification as well through it. And we introduce another new product which is called Link. And what Link does is it integrates any third-party system with Unica with a very, very low code base framework. Right? So these are the 4 new things that we introduced in 12.1. In addition, as I said, we also introduced reporting, out-of-the-box reporting with insights, which you see on the right side, and Director, which does the monitoring of your deployment. So these were all the new things that came in 12.1. So 6 new things in 12.1, and in September last month we released a new product called Discover. Discover is a behavioral. It gives you the customer behavior on any channel, and lets you know what sort of struggle that the customer is facing, and you can replay that struggle and take the corrective actions. And in November, we're releasing another product called Collaborate, which is again a product which helps people execute localized campaigns, and connect to the central campaign server to have customized campaigns based on the localization that they have. So if you look at it from 4 products now to lots and lots of products in 12.1, and 2 more products in November of this year. Next slide, please. Yeah. So I think you can go to the next slide. I've already discussed this. So as I said, there are 4 new products, and we have also enhanced the existing products like campaign, plan, interact, and optimize. There are a lot of new enhancements which has come in, and all these are documented and they are available on our documentation server. Next slide, please. Yeah, so coming to the new products that we had come, so we introduced a product called Unica Journey. So basically, Unica Journey is a goal-based orchestration tool. This tool lets you define a journey of a customer. How do you envision a customer journey, and orchestrate this journey with a very simple orchestration canvas. It gives you a lot of real-time insights, and it lets you work with a lot of flexible data formats and input sources. Right. If you can just go to the next slide, please. So what this tool really does is,
so you see the canvases that are coming in, right? And you guys have seen the older UX and the UI. This looks very, very different from that, because when we started designing this, we not only said that we'll design from microservices, not exactly a microservices based architecture, but a very modular architecture. But we'll also take a lot of pains in designing the UI and the UX, right? So we did a lot of customer interviews, and ultimately it boiled down to the fact that we started using Google design methodology in terms of UI and UX, and a very minimalistic and a clean sort of a UI, which you can see here. And this is always going to be our sort of choice going forward. So this tool also, as I said, it gives you a very, very easy capability of creating your journey on a canvas with just drag and drop features, and you can get very, very powerful insights through this tool. Yeah, next slide, please. Yeah. Second product that we came out was Deliver. Now, Deliver is our email, SMS, and push digital sending messaging tool. Now, this tool is so seamlessly integrated with Campaign that you will not even realize that that it's a new tool that you're using with, or a new product that you're using with, right? Because it is so closely integrated with Campaign and other products, the scalability and the performance of this tool is very, very fast, right? So what we have typically seen is there are around 15 to 20 steps when you start integrating Unica with any third-party digital messaging systems like email, SMS, or push. But with this tool, it is just only one step. So it reduces your IT involvement. It reduces your performance issues. It reduces your scalability issues. Right? It is very scalable. It is very, very personalized, and it gives you lots and lots of reports in terms of about your digital message that you have sent outside. Next slide, please. Yeah. So another tool that I said we came out was Unica Link. Now there are a lot of instances where people want to connect their existing systems with Unica. I'll just give an example. That, for example, if somebody is using an email with MailChimp, right? So they want just to integrate MailChimp with Unica. So how do we do that? Or there is a CRM Salesforce which needs to be integrated with Unica. How do we do that? So we came out with this product. It's a very low-code framework which lets you create connectors between Unica and third parties, right? It's all based on REST APIs, and with very, very less development, you can create these connectors and integrate Unica with any third-party systems. Out of the box, we have given connectors for MailChimp, which is an email delivery, Mandrill, which is a real-time delivery, and Salesforce, which is a CRM. And for SMS, we have given a connector for Twilio. It doesn't mean that we just work with these. It's just a point or a proof of concept that we can have multiple connectors work with Unica. For example, if for CRM you have Microsoft Dynamics, yeah, you can create a connector for that and work with Microsoft Dynamics, and so on and so forth. Next slide, please. Yeah. So Discover is another product that we just released last month. So it's a real-time session search and replay product. What it does is it identifies a customer struggle on a session, okay, and identifies and alerts the users that there is a problem. It gives you lots of usability insights and business impact and analytics. And it's almost on a real time now. For an example, if somebody is on your website and he's not able to check out, or if he's not able to log in,
you can immediately look at that particular audience and see why the problem is, get back to your development team and fix it in real time itself. Right? So that is the power of Unica Discover. We can definitely go in details for Unica Discover, as it's very vast and very, very powerful. Next slide, please. Yeah, so this was just about 12.1. As I said, we are almost moving at a continuous integration sort of a methodology where we are releasing the features very, very fast. So we are releasing 12.1.03 in November, which will have lots of more new exciting functionalities. As I said, Unica Collaborate is going to be released in November. Basically, Collaborate, what it does is it enhances the collaboration between a field marketer and the corporate marketing. Basically, now branches can customize their own campaigns seamlessly without any intervention from centralized campaign management. Of course, there will be a lot of security things and all those things which will be implemented in this. But the real thing is now all of your branches can execute their own personalized campaigns based on the corporate campaigns, right? So there's a lot of things like, for example, if you want to define a local strategy or planning that needs to be done, that is all taken care by the Collaborate product. Next slide, please. Yeah, you can go to the next slide. Yeah, so in addition to Collaborate, there are a lot of new things which are coming in. In 12.1, we had SMS capability with Twilio. We are also now adding SMS with Carix and Root Mobile. What we are also doing is we are adding a WhatsApp integration now with our Deliver functionality. Very importantly, we are introducing the integrated push notification in Deliver itself. Now you can send app push notifications. This notifications are done by our HCL own in-house tool. So again, the scalability and the performance of sending these messages is going to be very, very fast. Also, we are enhancing our Deliver capability in terms of new UI UX, and we are having functionality to give you quickly build landing pages template or do unsubscribe surveys and stuff like that. So this goes much beyond than just saying that the channels are just email and SMS. Now we have WhatsApp and integrated app push as well in the November release. Next slide, please. Yeah, so now that is one part of the outbound stuff, right? Now the second thing is, how do we target the ad world, right? And primarily we have seen that Google Ads, Facebook and LinkedIn ads are the primary channels where we need to do audience syndications, and this has to be done very, very seamlessly through journeys and campaign, right? So in 12.1.3, which is coming in the November release, we are having support for Google Ad, Facebook Ad, and LinkedIn Ad, and you can do your audience syndication with these ad tech systems. Again, as I said, you will be able to do an closed loop marketing wherever possible with these integrations. Next slide, please. Charles, can you go to the next slide, please? Thank you. That's not all, right? So there's another product called Plan. So we have introduced a new feature called To Do and checklist in Plan, where now marketers can plan their daily activities with a To Do and checklist, and then seamlessly integrate with their marketing plan, marketing projects. So it becomes very, very easy to do the planning. So this is also coming in 12.1.03 release in November. Next slide, please.
As I said, there are a lot of new things which are coming up. We are introducing OpenShift, Red Hat OpenShift. Database called 1DB, which is being introduced in November release as well. So we will support 1DB both as our system tables as well as our user database. We are introducing Spring. We are basically removing structs framework from our library and introducing Spring so that the security vulnerabilities are much better handled. So these are the new things that we're introducing in 12.1.03 as well. Next slide, please. Merci, Karunesh. Yeah. So yeah. Thank you, Karunesh. So that's all I had for. Yes. Please. Sorry, go ahead, Charles. Non, merci Karunesh. Donc, thank you so much Karunesh for your explanation. Donc, vous avez pu le voir, beaucoup de nouveautés. On a parlé de Facebook Ads, de LinkedIn Ads, de nouveaux moyens également d'envoyer des SMS avec WhatsApp, Twilio, Route to Mobile. Donc, Unica s'étend de plus en plus et des nouveaux modules. Et puis, on va passer un peu à la mise en pratique parce que je pense que ce slideware, c'est toujours un peu long. Donc, donc ici, on est face on a les quatre anciens modules que vous connaissez, Unica Plan, Unica Campaign, Unica Interact, Unica Optimize. Des nouveaux modules dont on vous a parlé. La stratégie, c'est que l'ensemble des modules tournent autour de journée, qui est vraiment le parcours client. Donc, que ce soit sur la planification, la façon dont ils interagissent, et elles interagissent sur votre site internet, vos applications mobiles, ou qu'ils puissent répondre avec une offre par SMS, campagne, Deliver, Discover qui est sorti très récemment, et Link. Eh bien, tout va tourner autour de journée. C'est un petit peu ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Je pense qu'on va passer tout de suite peut-être à la démonstration, Olivier, et à l'explication de la démonstration, parce que je vois qu'il reste peu de temps. Donc, voici très rapidement comment est-ce que les modules s'intègrent les uns avec les autres. Donc, vous pouvez voir qu'ils communiquent parfaitement les uns avec les autres. Et on va revenir, on vous partagera évidemment cette présentation. J'accélère un petit peu. Donc, dans la présentation que nous avons fait, nous avons pris une stratégie marketing. Donc, on est dans une banque, et on cherche à retenir des clients et également à générer de meilleures ventes, par exemple, avec des ventes additionnelles, mais aussi être capable de tracter une population de prospects sur Internet. Alors, on a Marie. Marie, elle est déjà cliente dans la banque. On appellera cette banque la banque A. Elle a 2 enfants. Elle est locataire à Paris dans le 15e arrondissement. Elle est mariée avec Jack et elle est salariée avec un revenu de 60 000 euros. Ça, c'est des informations que la banque n'a pas forcément. Et on va voir comment est-ce qu'on va, dans cette étape 1, on va écrémer la population et l'extraire. Donc, à partir du SI client, on va faire une segmentation d'une population, puisque on le sait, la population des jeunes actifs entre 25 et 35 ans a une probabilité assez forte pour contracter un emprunt. Donc, on va extraire cette population avec les informations que nous avons. Et alors, je cache, hop, voilà. Et on va envoyer cette population qui est extraite depuis Campagne. Et Campagne, avec un flowchart, va charger cette population dans un parcours client qu'on va appeler le parcours client emprunt immobilier. L'objectif, c'est évidemment de faire en sorte que Marie contractualise un emprunt immobilier avec la banque. Laura, je ne sais pas si tu as des remarques ou des interventions là-dessus. Je continue et je te laisse te dire. Donc, on a Jack également. Alors, Jack, lui, il n'est pas du tout client de la banque. Il a d'autres revenus. Il est locataire à Bobigny. Alors là, on l'a mis dans le scénario célibataire et salarié, alors que juste avant, on avait dit que Jack et Marie étaient ensemble. Bon, je vous laisse à votre imagination en tout cas. Mais voilà, en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a une population froide, et c'est Marie, puisque Marie, elle est déjà cliente de la banque, mais elle n'a pas d'interaction. Et là, on a Jack qui, lui, est un prospect. Et qu'est-ce qu'il va faire? On va être capable de
capter l'attention de Jacques sur Internet. Donc, on est sur le site Internet de la banque. Jacques fait une simulation d'emprunt. Donc, automatiquement, il est segmenté à travers l'un des modules qui s'appelle Interact. On a la capacité de l'envoyer dans une whitelist. Alors, Olivier, comme on est passé un petit peu vite sur est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une whitelist? Alors oui, donc une whitelist, en fait, on a donné la possibilité à Campagne, grâce à sa capacité à pouvoir se connecter à beaucoup de bases de données, à minimum HDBDR, et sa capacité aussi qu'il a à se mapper directement sur la modélisation des données du client, donc de vos données. Campagne a une vue 360 sur les données clients, et donc on va lui donner la possibilité d'influer sur les offres que va pouvoir présenter Interact. Typiquement, j'ai un exemple. On a une campagne sortante qui va être générée, une campagne d'emailing qui va être générée sur une population par campagne. Et on voudrait que si une de ces personnes qui a été touchée par la campagne offre emprunt, la super offre d'emprunt qu'on veut mettre en place sur l'emprunt immobilier, cette personne rentre au niveau du site web, un contact entrant avec la banque, et ben on voudrait que cette offre soit priorisée et qu'on lui propose, pour avoir une meilleure cohérence de communication, l'offre qu'on lui a envoyée par email. Donc on va permettre à la campagne via la whitelist pour cette personne-là, de forcer le score de l'offre et de manière à ce que Campagne présente en priorité cette offre. Et on peut même, si on n'a pas eu le temps de rajouter cette offre dans la liste, dans le pool d'offres que Campagne peut gérer au niveau de sa stratégie d'interaction pour présenter à ces différents canaux entrants, on peut forcer également une offre qui ne fait pas partie de cette stratégie d'interaction dans Interact, et de manière à ce que Interact puisse faire remonter. Donc, on peut interagir sur Interact pour forcer des offres. Donc, en temps réel, Jacques va recevoir une offre, une simulation de prêt ou une offre de prêt à travers une bannière, c'est ça? Et on va être capable de forcer cette offre-là parce qu'on a détecté que c'était Jacques. C'est un petit peu ce que tu nous dis, Olivier? Voilà, c'est que Campagne va, en fait, dès qu'on va générer la campagne d'emailing, on va alimenter aussi la whitelist pour avoir une cohérence de com. Et donc, à la prochaine présentation de Jacques sur un canal entrant du client, de la banque, eh ben, on va lui pousser l'offre que l'on lui a envoyée par mail. Ok, très bien, merci beaucoup. Donc, oui, Laura, je crois que tu Laura qui parle. Ouais. Merci. Tout à l'heure, j'étais en mute, donc je ne pouvais pas compléter, mais en effet, si je peux me permettre sur ce parcours, en effet, donc je me représente, je travaille chez Velvet Consulting, et donc on accompagne beaucoup de clients sur l'intégration d'outils de ce type et la mise en place de parcours. Donc simplement sur effectivement ce qu'on est en train de voir sur la capacité en fait à travailler ces données chaudes pour pouvoir effectivement à travailler une source de lead potentiel. Ce que je voulais souligner, c'est qu'ici, on est dans une approche d'inbound. Donc, tout l'enjeu, il réside dans la capacité à réduire le taux de rebond, d'augmenter le taux de conversion des visiteurs. Donc, finalement, ce qui est très intéressant de souligner sur la fonctionnalité que propose Journée ici, avec la personnalisation du contenu des bannières, c'est qu'effectivement, nous, on le constate tous les jours, trouver les bons éléments de perso à pousser au bon segment d'audience, ça augmente considérablement le taux de conversion. Par exemple, pour vous donner des exemples concrets, Sephora utilise vraiment à bon escient, ils proposent régulièrement en fait des promos différenciés à leurs clients qui sont détenteurs de la carte de fidélité. Ils ont fait par exemple un test une offre à moins 25% sur les achats en ligne avec un code spécial pour les clients encartés. Ils ont vu leur vente augmenter de 16% sur les achats en ligne versus une population comparable qui n'était pas adressée. Un autre exemple sur plutôt un site qui ne serait pas du e-commerce, qui serait plus proche là du cas qu'on est en train de voir sur une banque qui a besoin de collecter du lead, ce serait de vous citer par exemple le cas de Marmiton, qui souhaitait augmenter ses créations de comptes, donc collecter en fait de l'email. Ils ont créé un carnet de recettes. Ce qui était intéressant, c'est de trouver finalement le bon moment de toucher, je dirais, une bannière personnalisée. Ils ont choisi finalement de l'afficher uniquement si l'internaute non connecté visualisait 3 pages de recettes d'affilée. Il a incité finalement à créer un carnet de recettes à l'internaute. En poussant ce type de bannière personnalisée sur une audience caractérisée, ça leur a permis de créer plus de 2000 comptes supplémentaires par mois et ils ont diminué leur taux de rebond de 4%.
voilà, c'est juste des petits exemples pour vous montrer que nous, c'est vrai qu'on le voit tous les jours en trouvant finalement des bons éléments de perso à pousser un bon segment d'audience. Donc là, en l'occurrence, dans un scénario en fait de lead nurturing où on essaie vraiment de capturer des prospects, capitaliser sur une fonctionnalité comme ça de perso, de bannière, c'est assez utile et ça se voit tout de suite dans les taux de conversion. Bien sûr, ça se teste avec des A/B tests, avec plusieurs offres. Mais voilà, c'était pour vous citer deux exemples concrets qu'on avait pu voir de notre côté. Merci beaucoup, Laura. J'espère que vous pouvez toujours m'entendre à distance. Merci, Olivier. Merci, Laura. Donc, en synthèse, je vais reprendre notre exemple. On se souvient de Marie, données froides. On attaque Marie à travers un ciblage marketing dans campagne. On arrive à collecter l'intérêt de chaque pour cette offre. Et donc, on va les faire rentrer dans le parcours client. Alors, dans le parcours client, on l'a divisé en 2 grandes étapes. La première, l'objectif, c'est d'intéresser le client. Excusez-moi, je suis en train de manger une figue en même temps, qui est très bonne. Donc, la première va être d'intéresser le parcours client, d'intéresser le client, pardon, avec bien sûr une simulation d'emprunt. Donc, le client va recevoir, par exemple, et le client ou le prospect vont recevoir à travers un mail, par exemple, dans cet exemple, une invitation à simuler leur capacité d'emprunt. Et on va avoir un schéma de relance avec une notion évidemment de temps par mail, par SMS. Donc c'est ce qu'on a pris dans cet exemple, mais on pourrait imaginer également par push notification ou par encore d'autres canaux. Pour l'instant, on a pris l'ensemble de cet exemple. Alors, si d'aventure ni Marie ni Jacques ne répondent à l'ensemble de ces relances, on va prendre cet exemple, on va arrêter le parcours client pour l'ensemble de cette population. Si d'aventure on a un client ou une cliente qui est intéressée, alors on va voir ensemble maintenant le processus pour collecter de la donnée. Alors, une fois qu'on a intéressé les clients, ils ont reçu un mail avec une belle maison à acheter que vous pouvez voir à gauche, par exemple. Et ensuite, on va aller sur un mécanisme de landing page, donc de pages supplémentaires qui vont venir s'ajouter et dans lesquelles, eh bien, on va avoir notre cher Marie et notre cher Jacques qui va rentrer certains paramètres, notamment le nombre de pièces, si cette personne a des enfants, le nombre de la surface habitable, ou par exemple également si cette personne est mariée ou en vie avec quelqu'un, le code postal, etc. et la situation aujourd'hui de Marie. Donc, Deliver, qui est ce processus-là, va traquer l'ensemble des données des landing pages, va copier dans une table dédiée à Deliver, et à l'intérieur de cette table, on va avoir le simulateur. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, tiens, Marie, en fait, elle a un revenu intéressant, et en plus, Marie, ce qu'on a détecté avec, par exemple, dans ses mails, c'est qu'elle avait 2 enfants qui n'avaient pas encore de compte dans la banque A. Et puis son mari aussi, on a pu le détecter, et il n'a pas non plus de compte ou d'assurance dans cette banque. Donc on peut aussi évidemment rentrer dans une logique de cross-sell, upsell, de vente supplémentaire. Et donc le processus de journée va prendre ces données chaudes, ces données froides, les analyser. On a l'ensemble des données de la part de Marie et on continue le processus de journée. Alors, vous vous souvenez, ce processus de journée, la première étape était de forcer un petit peu Marie l'inviter fortement à nous partager ses données. Et ensuite, on va rentrer dans un processus où, prenons l'exemple, donc Marie a rempli la totalité des données. Alors, on va envoyer un nouveau mail avec l'offre de prêt. Donc, pour imaginer que l'offre de prêt a quasiment été approuvée par la banque A, elle reçoit et on peut alimenter un CRM, par exemple Pega ou Salesforce, ou un CRM dédié avec Link directement pour que votre conseiller puisse recevoir ce lead. Si d'aventure elle a bien reçu l'ensemble des coordonnées, donc on est toujours ici, mais qu'elle n'a pas ouvert le mail, on va être capable également, pourquoi pas, de lui renvoyer un message, un SMS, et si elle n'a pas répondu à son SMS, on peut envoyer vers un centre d'appel. Si d'aventure elle y répond, alors oui, on envoie également au conseiller. Et si d'aventure les données ne sont pas bonnes, les données ne sont pas parfaites, on peut très bien imaginer imbriquer un parcours client dans un autre parcours client. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer avoir tout un parcours
parfait pour votre institution ou votre organisation, avec une multitude de parcours clients qui s'imbriquent les uns avec les autres pour s'assurer de veiller, de maximiser et de convertir, de convertir le maximum de clients possible. Laura, tu as… Et Charles, si je peux compléter, en fait, effectivement, vous l'aurez compris au travers de cette illustration, c'est l'utilisation du cross-canal qui est clé. Donc, en fait, on le sait, la combinaison de plusieurs canaux permet vraiment d'augmenter significativement les taux de transfo. Ce que je voulais juste passer comme quelques petits conseils pratico-pratiques, je dirais, qu'on a pu observer. D'abord, concernant le choix des canaux à utiliser, on conseille vraiment de constituer une base de données qui permet de gérer, en fait, tous les canaux. Donc, avoir, par exemple, la capacité de gérer un opt-in pour chaque canal. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on est très opt-in email, mais voilà, gérer la préférence, effectivement, des clients, ça permet derrière de pouvoir avoir des meilleurs taux de conversion. Ou bien, d'autres clients choisissent de ne pas forcément le gérer sous forme de centre de gestion des préférences. On peut plus historiser la réactivité du client et ensuite ajuster les campagnes suivantes en fonction du tracking. Ou encore mieux, je vous conseillerais même de réaliser des scores d'appétence par canal. Et ça veut dire qu'en fonction en effet, de la réactivité du client, on identifie qu'effectivement, il est beaucoup plus appétant au canal email ou au canal bannière. Et derrière, ça permet vraiment d'affiner les parcours cross-canaux et donc d'augmenter ses taux de conversion. Ça, c'est plus pour la gestion, je dirais, de la cross-canalité. Et après, sur la partie plutôt email, ce qu'on observe, nous, c'est pour vraiment améliorer le taux de conversion sur l'email. Il y a évidemment plusieurs petites choses à avoir en tête. C'est que, bon, graphiquement, tout d'abord, je le rappelle, mais évidemment, je pense que tout le monde l'a bien en tête, c'est avec la croissance des usages mobiles, on veille bien sûr à ce qu'ils soient pensés en mobile first. Aujourd'hui, c'est 70% des personnes qui consultent leur mail sur smartphone, mais qui suppriment immédiatement les mails s'ils n'arrivent pas bien en fait sur un appareil mobile. Donc, c'est capital de bien penser le graphisme. Et enfin, sur l'aspect plutôt contenu, je voulais rappeler qu'en termes d'offres, de messages, encore une fois, c'est la perso des messages qui peut avoir un impact très important sur la conversion. Alors, la perso, ça fait très très longtemps qu'on en parle, mais nous, ce qu'on observe, c'est que la donnée, en fonction de la donnée de perso choisie, les taux de conversion ne seront pas les mêmes. Donc, la grande question qui se pose, c'est quelle est la donnée la plus pertinente pour vos clients ? En l'occurrence, je vais reprendre un petit exemple concret qu'on a rencontré chez un de nos clients, c'est dans le secteur de la minceur, par exemple. On avait un de nos clients qui proposait en fait un service d'accompagnement au régime. Donc, il avait toute une série de triggers. Après avoir collecté l'email du prospect, il personnalisait ses emails avec le nom, prénom, par exemple. On lui a plutôt conseillé de mettre en place une séquence qui serait basée sur le nombre de kilos à perdre déclarés par le prospect, le nombre de semaines de régime conseillé, et derrière, les taux de conversion en fait, sont passés de 0,6% à 1,06%. Donc voilà, tout ça pour dire que évidemment, on sait, on repasse des messages en termes on sait que la cross-canalité c'est important, on sait que la perso c'est important, mais il s'agit surtout de trouver la donnée qui est pertinente pour votre client, quoi, tout simplement. Merci beaucoup Laura, toujours très pertinent. Donc c'est grâce à toi que je perds du poids au quotidien, j'en suis ravi. Merci beaucoup. Alors on est dans les temps, on va consacrer cette dernière partie à la démonstration. Olivier, est-ce que de ton côté tout fonctionne? Je vérifie parce que… Écoute, tout fonctionne, c'est magnifique. Et est-ce que vous voyez mon écran surtout? On le voit tout à fait. Donc là, on est où en fait? On est sur quoi? Sur Unica, dans Campaign, je me suis connecté, je me suis mis directement au niveau de la liste des projets, parce que le but aujourd'hui, c'est pas forcément de présenter comment créer un projet dans plan, comment créer une campagne et comment créer un diagramme, parce que je suis même certain que l'ensemble de l'interlocuteur, les personnes qui nous écoutent, connaissent mieux que moi campagne. Donc, je vais juste aller dans campagne pour montrer un petit peu à quoi représente le processus de journée, de manière à mettre en lumière un petit peu la configuration qu'il va falloir faire dans campagne pour qu'elle puisse alimenter le parcours client. Donc j'ai fait mes deux campagnes correspondant à votre use case. Ma première campagne, on va cibler une population qui répond à certains critères et pour lesquels on veut proposer une super offre de prêt immobilier. Donc là, c'est Marie qui est dans la population emprunt, c'est ça? La fameuse Marie, voilà. D'accord, ok.
Voilà, alors vous voyez un ici parce qu'en fait, je ne m'envoie qu'un mail à chaque fois. Ensuite, on a la population d'opt-out. Donc, on va récupérer le segment stratégique des opt-out, que ce soit SMS ou téléphone, de manière à les exclure de la population qui a été sélectionnée. Donc, Marie, on espère qu'elle ne va pas être exclue. Et on va utiliser le processus journée pour mettre l'ensemble de cette population-là dans le parcours client que nous avons décidé et que nous allons créer de toutes pièces tout à l'heure. D'accord. Donc en fait, là, on avait Marie à gauche et en fait, à droite, c'est ce qui nous permet d'éviter que Marie reçoive en boucle infinie, par exemple, le même mail avec l'invitation et sa simulation. C'est un peu ça? Non, les opt-out, c'est qu'en fait, Marie aurait pu dire, écoutez, je ne veux plus recevoir de mail de votre part ou de SMS, donc elle passe en opt-out, donc on essaye de ne pas lui renvoyer le mail ou un SMS si elle ne veut plus. Voilà. Okay. Ou elle s'est désabonnée directement, voilà. Donc on exclut toujours ces populations d'opt-out dans les communications digitales. Donc au niveau du processus de journée, c'est assez simple. On a deux choses à définir. La première, ça va être la définition de données, c'est-à-dire quelle est la définition de données, quelles sont les données que je vais utiliser en input de mon parcours client. Donc ici, au préalable, bien sûr, j'ai été créer l'ensemble de mes données nécessaires que j'ai regroupées dans une définition de données. On verra par la suite quand on va les créer la journée, je vous montrerai comment on fait. Donc j'ai sélectionné ma définition de données. Je vais définir aussi mon entrée source. Mon entrée source, c'est quoi? C'est la source de données ou l'application, les applications qui vont pouvoir alimenter mon parcours client. Donc ici, j'ai la liste, moi j'en ai pas 36. J'ai défini campagne, j'ai Interact pour Monsieur Jack, et j'ai aussi la source d'entrée journée qui permettra à la journée d'appeler une autre journée, donc notre parcours client. Donc ici, on va se contenter de prendre la source d'entrée campagne. Une fois qu'on a choisi la définition de données, automatiquement, on a l'ensemble des données que l'on a définies en entrée du parcours client. Donc, on voit qu'on a notre email, l'adresse email forcément, parce qu'on va vouloir faire des communications email et le téléphone aussi SMS. Donc, à la petite étoile, c'est des données obligatoires. On a le nom, le prénom. J'ai mis aussi l'ID client obligatoire, parce que vous allez voir par la suite, je vais vouloir dédoublonner sur l'ID client de manière à ce que Marie ne rentre pas plusieurs fois dans mon parcours client et ne passe pas plusieurs fois dans l'étape 1 qui envoie le premier mail où on annonce la super offre d'emprunt immobilier. Donc, une fois qu'on a référencé ces données-là, qu'on a mappé les données avec les données de campagne, hein, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, c'est une façon classique comme les boîtes courrier, on fait transiter les données pour populer les données nécessaires à la journée. On va aller vite fait voir la deuxième campagne qui est à peu près sur le même principe. Cette deuxième campagne, en fait, elle va permettre de faire quoi? Dans un deuxième temps, donc la première campagne, on va alimenter de journée, on va envoyer un mail à Marie, la super offre d'emprunt, elle va saisir ces données dans les landing pages, donc son salaire, les emprunts qu'elle a à l'heure actuelle, son âge et tout. Et donc, on va pouvoir collecter ces données dans les tables de Deliver, dans les tables de réponse de Deliver. On va vérifier également que le simulateur, lui, a pu aller lire aussi dans les tables de Deliver pour calculer la mensualité, le nombre de mensualités et le montant du prêt autorisé. On va faire un contrôle général sur l'ensemble de ces données et on va réinjecter Marie dans le parcours client afin de mettre à jour les données qu'on a récupérées via Deliver, via les landing pages et les données qui ont été calculées par le simulateur. Donc, on se retrouve avec la même data définition et la même source de données, ce qui paraît évident. Par contre, on va renseigner l'ensemble des données qu'on n'avait pas renseignées au préalable parce que c'est des données que Marie a renseignées pour calculer sa simulation de prêt et c'est les données résultantes de l'offre de prêt calculée par le simulateur qu'on va réinjecter pour qu'elle soit mise à jour pour Marie dans le parcours client. Donc maintenant, nous allons passer directement à la journée, une fois qu'on a vu ces deux campagnes. Donc voici le module de journée. Donc rapidement, au niveau du settings, ici on peut voir au niveau des settings l'ensemble des applications externes, tierces, qui ont pu être intégrées dans Lync et qui peuvent être utilisées comme point de contact dans le parcours client. Donc au niveau de l'email, on a intégré Mailchimp et Mandrill. Bien sûr, il y a aussi Deliver, mais il n'a pas été intégré via Lync, Deliver, parce que c'est une application interne à Unica, donc elle est directement intégrée en interne. La même chose pour le SMS, donc on a Twilio pour le SMS, et pour le CRM, on a Salesforce. Ensuite, on va passer donc à la définition de données.
Donc ici, c'est ma définition de données que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc là, j'ai mis l'email. On a des notions de données signifiantes. C'est quoi les données signifiantes? Il y en a deux types. Il y a l'email qui va vous permettre d'avoir accès à des points de contact, donc communiquer sur du mailing. Et vous avez le téléphone, un numéro de téléphone qui va permettre aussi de vous donner au niveau du panel l'option SMS qui va vous permettre de communiquer par SMS. Et ensuite, moi j'ai référencé donc l'ID client, je l'ai rendu obligatoire, j'ai défini que c'était un numérique de 10 et ainsi de suite. J'ai référencé l'ensemble de mes données. Alors il faut savoir que l'ensemble de ces données-là vont être utilisées et pour la communication sur les canaux de marketing, c'est-à-dire votre mail, pour la personnalisation du mail, pour la personnalisation de votre SMS. Elles vont être utilisées aussi, on va le voir aussi, pour créer un lead, parce qu'on a dans notre exemple, on envoie un lead dans le CRM, donc on va utiliser Salesforce pour envoyer le lead. Ça peut être utilisé aussi pour alimenter des applications externes. Et ces données peuvent être utilisées également dans les points de contrôle que l'on va pouvoir mettre, qui vont analyser la connaissance client que l'on a dans le parcours client pour ce client-là, pour définir s'il va dans telle branche ou dans telle branche et quelle est la prochaine action à exécuter pour cette personne. Donc, si on va rapidement dans la définition de données, vous allez voir que c'est très simple. Vous mettez un nom et puis vous mettez le nom de la donnée que vous voulez récupérer. Les données signifiantes, donc j'ai l'adresse email et ainsi de suite. Je peux créer de nouvelles données. Donc, je peux prendre mon téléphone. D'accord, donc les données signifiantes, c'est celles qui sont… celles qui sont obligatoires, c'est quand tu mets required, c'est ça? Donc là, tu as besoin du numéro de téléphone et du mail parce que mon ID tu vas envoyer à Marie un mail et un… OK. Voilà, et là, je peux le dire que c'est du numérique en obligatoire, voilà, et avec un nombre de caractères. Et ainsi de suite, donc je vais définir l'ensemble des données que j'attends en entrée de mon parcours client, données qui sont obligatoires ou pas. Une fois qu'on a fini donc la définition de données, on a aussi le point d'entrée. Donc ici, comme je l'ai dit, moi j'ai défini journée parce que mon parcours client va appeler un autre parcours client. J'ai défini Interact parce que mon parcours client peut recevoir via les triggers message un contact entrant, donc qui pourrait arriver dans le parcours client, et j'ai campagne que je vais utiliser dans mes campagnes. Et il faut savoir qu'on peut, au niveau des points d'entrée, on peut avoir aussi des fichiers CSV et TSV, et on a tout ce qui est avec Link, REST API, des API REST ou JSON, voilà comme intégration. Donc, avant de créer notre parcours client qui va correspondre, j'espère, à 100% au use case que vous avez présenté avec Laura et Charles, je vais vous montrer un parcours client qui a déjà tourné pour voir un petit peu le rendu, une fois que celui-ci est donc configuré et publié. Donc, ici, donc là, on est dans une journée, c'est ça? On est dans une journée. Donc là, c'est le parcours client que j'ai fait la semaine dernière, qui était sur l'assurance habitation. Donc, c'était toujours l'habitation, mais ce n'était pas un emprunt immobilier. Donc ici, on peut voir qu'on a eu cette personne injectée, on a eu 22 acceptés, 7 rejetés. On voit la répartition de cette population dans les différentes branches de notre parcours client. Donc, bien sûr, ça va s'incrémenter au fur et à mesure que des personnes vont être injectées dans ce parcours client, que ce soit par campagne, par Interact ou par une application tierce d'entreprise qui aurait pu être définie dans Link. Ce nombre va s'incrémenter. On a aussi la possibilité, pour tout ce qui est point de contact de type email, d'avoir les retours, là c'est les retours via Deliver, donc qui me donne le nombre d'envois, de hard bounce, soft bounce, ouverture, clic et erreur. Et j'ai la même chose au niveau des SMS avec un petit peu moins de détails, mais j'ai comme quoi il a été envoyé, délivré, qu'on a cliqué dessus et en erreur. Voilà le rendu en fait, là, en temps réel, Olivier, tu as, enfin en temps réel, oui, peut-être, dis-moi si je me trompe, en fait, mais tu as les retours. Dès que Deliver reçoit les retours, c'est mis à jour automatiquement aussi également dans la journée. D'accord, ok. Des SMS et de la partie mail. Exactement. Et là, en fait, le fait dès qu'on déclenche dans campagne, ça met à peu près 1 minute pour arriver dans la journée. Donc, c'est pas du temps réel, mais c'est pas loin. C'est pas loin. Voilà. Okay. Donc maintenant, nous allons donc créer notre propre journée. Donc ici, pour créer sa journée, on va l'appeler test démo emprunt IMO. Donc je vais définir mes sources d'entrée. Il faut savoir que à minima, on doit avoir une source d'entrée, autrement on n'aurait pas grand-chose qui est dans le parcours client, mais on n'est pas limité en nombre. Donc ici, je peux en prendre 2. J'aurais pu, si j'avais beaucoup plus de
de sources d'entrée, j'aurais pu prendre plusieurs sources d'entrée. Par contre, au niveau de la définition de données, on est limité à une définition de données par parcours client. Voilà, il faut le savoir. Donc ici, je vais prendre la définition de données que je vous ai présentée, qui correspond à mon emprunt, et je peux valider mon parcours client. Donc mon parcours client, j'ai au moins les points d'entrée et la définition de données. Donc dans les points d'entrée, on a vu qu'il y avait campagne, on a vu qu'il y avait Interact. Un point d'entrée, ça peut être aussi un web service qui pourrait se déclencher suite à des événements internes qui pourraient intervenir au niveau de l'entreprise. Quelqu'un qui dépose une grosse somme d'argent sur son compte, par exemple, pourrait déclencher un événement qui serait capté par le web service et qui alimenterait notre parcours client pour le relancer en lui disant « mais écoutez, on a vu que vous avez déposé beaucoup d'argent ». Voilà. Ça peut être aussi déclenché par le centre d'appel qui peut faire une campagne d'appel sortant et en fonction des réponses et des contacts qu'il pourrait avoir lors de cet appel sortant, décider de mettre une partie de cette population-là dans un parcours client parce qu'ils ont vu que lors des appels sortants, ils étaient intéressés par tel produit et donc faire rentrer le client dans un parcours client, dans un cycle d'offres, cycle de vente. Voilà. Donc, avant de commencer à mettre les mailings et tout, il y a une chose importante, c'est au niveau du setting global du parcours client. On a le choix de dire, pour mon parcours client, j'autorise une personne à rentrer plusieurs fois. Ça veut dire que cette personne-là, elle va repasser plusieurs fois, va repasser par l'étape 1, elle va suivre le cycle X fois. Ou alors, je dis, je n'autorise pas une personne, je déduplique les personnes et je n'autorise la personne à rentrer une seule fois dans mon canal. Et dans ce cas-là, je indique qu'est-ce qui va me permettre de dédoublonner cette personne. Donc, moi, j'ai l'ID client. J'aurais pu prendre l'adresse email si je n'avais pas l'ID client. Par contre, si elle rentre une deuxième fois, je vais autoriser la mise à jour des données de contact, donc la mise à jour des données entrantes de cette personne. C'est typiquement ce qu'on veut faire parce qu'on a un premier run qui va mettre dans le parcours client une population via la première campagne et on a la deuxième campagne qui va traquer les personnes qui ont répondu au mail, qui ont saisi les données nécessaires et pour lesquelles le simulateur a pu mettre à jour la connaissance client que nous devons avoir dans la journée. Donc, c'est typiquement ce qu'on veut faire, c'est mettre à jour le contact et surtout que ce contact-là ne repasse pas par la première étape, mais reste dans l'étape où il en était. C'est juste une mise à jour des données. Donc, on va commencer par notre premier envoi de mail. Donc, c'est notre mail qui va permettre de mettre notre offre, notre super offre d'emprunt. Donc là, on va mettre envoi offre simulation emprunt. Et le but, c'est récupération des données permettant le calcul. Donc ici, je vais prendre Deliver. Là, je vais récupérer l'ensemble des communications qui ont été faites. Donc, le but aujourd'hui, ce n'était pas de montrer forcément Deliver parce qu'on n'a pas forcément de temps, on va déjà avoir du mal à boucler pour journée. Donc, bien sûr, au préalable, j'aurais été dans Deliver, j'aurais créé ma communication et tout. Et donc, une fois que cette communication est créée, elle s'affiche sous forme de template. Donc, je vais choisir, moi, elle s'appelle emprunt immobilier. Donc, je vais choisir le mail que je vais envoyer. Et en fonction du mail, eh ben, on va m'afficher les données de perso qui sont nécessaires à la personnalisation du mail. Donc, je vais renseigner, avec ma connaissance client ici sur le côté, je vais renseigner les données de perso pour envoyer ce mail. D'accord. Donc, en fait, là, on est dans journée, donc l'orchestrateur du parcours client. Et bien sûr, la présentation des messages via mail a déjà été faite dans le processus Deliver. Hein. Deliver ou un autre processus, mais ça a déjà été fait. Okay. Voilà. Donc ici, j'ai fait mon premier point de contact qui va me permettre d'envoyer un mail. Donc on a vu le premier point de contact qui était email. Ensuite, on va prendre un point de contrôle, engagement, c'est-à-dire on va contrôler est-ce que la personne a ouvert le mail, est-ce que la personne à cliquer sur un lien qui permet d'aller dans les landing pages ou est-ce que la personne est en hardbound. Donc ici, on a un point de contrôle qui s'appelle engagement. Donc là, on va contrôler, on va faire simple, on va contrôler l'ouverture du mail. Et on va laisser 4 jours. On va laisser 4 jours de tracking pour vérifier l'ouverture du mail. Donc, comme je vous disais, on peut contrôler le fait que le mail est de retourner en hard bounce, en soft bounce ou en bounce classique.
Le tracking, bien sûr, on peut mettre le tracking sur une période glissante, donc par rapport à l'envoi du mail. Donc là, moi, je vais mettre 4 jours. On peut également fixer une date fixe. Ça, c'est pour les parcours clients one shot. Enfin, voilà, on a la possibilité aussi de dire le tracking, je l'arrête à telle date, au lieu de prendre une période glissante. On peut également mettre aussi le fait que la personne ait cliqué sur tel ou tel lien dans le mail. Notamment, on aurait pu mettre le lien simulation qui va nous permettre dans le mail d'aller sur les landing pages pour saisir. Donc voilà, donc là, j'ai plus et j'analyse le tracking pendant 4 jours. Donc une fois que j'ai fait ça, les données ont été saisies par Marie, elles sont censées revenir dans Deliver et être analysées par mon simulateur. Bon, je vais laisser peut-être un petit peu de temps à l'ensemble de nos systèmes pour récupérer les données et que la deuxième campagne que l'on a faite réinjecte Marie avec les données de simulation et d'offres de prêt mises à jour. Donc ici, on va se mettre en attente du retour de données de simulation. Et ça, on va mettre un petit délai de 2 jours. Je pense qu'on pourrait mettre moins, mais bon, on va mettre 2 jours. Donc ici, je mets un délai de 2 jours pour me mettre en attente des données. Et une fois que j'ai fait ce délai-là, donc ma deuxième campagne, Marie va être pendant 2 jours ici. Donc elle a ouvert le mail, elle a rempli ses données et elle va se mettre en attente pendant 2 jours, ce qui donne le temps à la campagne de réinjecter les données de Marie dans le parcours client avec l'ensemble des données de la simulation. Et dans ce cas-là, je vais quand même vérifier que les données de Marie ont bien été mises à jour par la deuxième campagne. Donc là, je vais faire un contrôle des données de simulation. Est-ce qu'elles sont bien présentes? Et pour cela, j'ai l'entièreté des données que j'ai en entrant. Donc moi, je vais regarder les mensualités. Ça me permet de voir que le simulateur a fonctionné correctement. Donc si les mensualités sont supérieures à 0, j'imagine que le simulateur a récupéré les données dans la landing page, a pu calculer correctement son prix. Et ensuite, je vais prendre par exemple les revenus qui sont des données saisies et je vais vérifier aussi que ces revenus ont bien été mis à jour dans le parcours client. Donc une fois que je suis passé là, donc j'ai attendu 2 jours, j'ai contrôlé que j'avais bien les données, et je vais renvoyer un mail qui va donner carrément l'offre de prêt, le retour de la simulation, donc l'offre de prêt, donc je vais envoyer l'offre de prêt, résultat offre de prêt. À Marie. Donc, je vais prendre encore Deliver. J'aurais pu prendre MailDream, mais je n'ai pas la connexion avec MailDream, donc il ne va pas partir. Donc ici, je vais prendre un mail que j'avais packagé qui donne l'ensemble des résultats, donc le montant de la mensualité que Marie va payer, le nombre de mensualités et le montant que nous acceptons de lui prêter. Donc vous voyez que ici, j'ai beaucoup plus de données de perso que dans mon premier mail. Donc, je ne vais peut-être pas remplir tout. Il n'y a pas forcément d'utilité à vous montrer tout ça. Et voilà, j'ai ici besoin de l'entièreté de mes données de perso que j'ai dans mon contact entrant. Donc, c'est pour ça que là, je vais pouvoir lui afficher notamment le nombre d'enfants qui va me permettre de faire du cross-sell si besoin. Et en plus de lui donner le résultat de son emprunt, de lui afficher une offre spécifique pour un package d'enfants, par exemple, parce que j'ai détecté qu'elle a un nombre d'enfants. Elle a un nombre d'enfants supérieur à 0. Donc là, je n'ai pas de données obligatoires, donc je peux m'arrêter là pour valider. Et une fois que donc on a envoyé notre résultat d'offre de prêt, on va contrôler que celle-ci a bien été ouverte quand même. On va contrôler qu'elle a été ouverte. Voilà. Donc c'est ouverture offre de prêt. On va laisser à Marie, on va dire 3 jours pour ouvrir l'offre de prêt. Et ensuite, on va directement envoyer Marie sur notre API CRM de manière à ce qu'un conseiller financier finalise l'offre de prêt et fasse signer les papiers pour que Marie puisse obtenir son prêt. Donc c'est envoi, c'est plutôt création d'un lead dans l'API CRM.
dans le CRM. Donc pour cela, j'ai pris Salesforce. Comme ça, vous pouvez voir l'intégration de Salesforce. Et donc, ici, je vais dire que je vais créer un objet de type lead. Et automatiquement, je vais avoir l'ensemble des données qu'autorise Salesforce pour créer un lead. Donc, il y a des données obligatoires que nous impose Salesforce. Il y a d'autres données qui sont plutôt qualificatives. Mais toutes ces données-là, donc, ont été définies lorsqu'on a intégré Salesforce, le lien, l'API Salesforce via Link précédemment. Donc ici, j'ai quand même obligé de rentrer à minima les données obligatoires. Et donc après, vous avez, pour les leads, vous avez, je vais enlever ça. Vous avez aussi l'email, par exemple. Vous avez le téléphone mobile. Vous avez le site web, description. Enfin, vous avez beaucoup de données pour pouvoir créer un lead dans Salesforce. Donc, on peut, via le point de contact Salesforce, on peut créer un lead ou un contact dans Salesforce. Une fois qu'on a donc là, on a fini, on a basculé Marie directement dans Salesforce. Maintenant, si elle ouvre pas l'offre de prêt, on va lui faire une relance SMS de manière à lui rappeler qu'on lui a on a envoyé l'offre de prêt. Et on aimerait bien que elle nous réponde pour voir si elle a bien pu l'avoir. Donc, on a envoi relance SMS suite à envoi offre de prêt. Donc ici, on va envoyer à Marie un SMS parce qu'elle n'a pas ouvert le mail. Donc bonjour. On va écrire le texte. On va lui mettre son nom et son prénom quand même. Hop. Voilà. Avez-vous pu ouvrir notre mail, notre offre d'emprunt? Hop, voilà. Donc là, j'écris un petit texte et il va me demander donc à minima pour envoyer le SMS le numéro de téléphone de Marie. Donc je vais alimenter le téléphone de Marie et comme j'ai personnalisé le texte SMS que je vais envoyer à Marie, donc je vais devoir indiquer les deux données perso que j'ai mises, qui sont le nom et le prénom. Donc une fois qu'on a ça, on a Marie qui on va pouvoir contrôler est-ce que Marie a récupéré le SMS. Donc on va contrôler contrôle de la délivrabilité le mail a que contrôle SMS envoyé. Et donc on va le faire envoyer, on va pas mettre envoyé, on va plutôt reçu. Ce sera peut-être un peu mieux quand même. Donc SMS reçu. Donc on va checker comme quoi le mail a été délivré et on va laisser 2 jours pour traquer le fait que le mail a été délivré. Si le mail a été livré dans ce cas-là, on va dire pourquoi pas, Marie, on lui a envoyé l'offre de prêt, elle a répondu au mail et tout, on va la remettre, on a toutes les infos pour son prêt et tout, on va la remettre directement au niveau de cette étape-là, de manière à ce qu'elle soit rajoutée directement dans le CRM. Donc, il y a un lead qui soit créé pour elle dans l'outil de CRM, de manière à ce qu'elle puisse finaliser son offre de prêt. Si elle ne nous répond pas, dans ce cas-là, on va utiliser un point de contrôle publish et on va l'envoyer directement vers un centre d'appel parce qu'on a quand même récupéré ces données. Donc, c'est quand même un client chaud. Ça serait bien qu'on puisse le rappeler. Donc, envoie centre d'appel. Et donc, pour le centre d'appel, comme je n'ai pas de connecteur avec un centre d'appel maison, je vais me contenter d'envoyer un fichier CSV qui va être directement alimenté, qui va permettre d'alimenter les appels sortants du centre d'appel. Donc là, je vais prendre centre d'appel emprunt. Voilà. Donc on va générer, donc on va extraire toute la connaissance client qu'on a de ces personnes-là
qui vont permettre de populer ce fichier CSV et qui va être ensuite réinjecté dans l'outil maison de centre d'appel. On aurait eu un lien directement, on aurait pu prendre directement le point de contact approprié pour le mettre à la place du fichier CSV. Donc si on remonte ici, on est au niveau de notre simulation. On n'a pas reçu les données, mais on voit que la personne quand même, elle a répondu au premier mail et tout. Donc j'ai envie de la remettre dans un autre parcours client de manière à ce qu'on la relance afin d'obtenir l'ensemble de ces données, qu'elle saisisse l'ensemble de ces données qui vont nous permettre de faire la simulation du prêt. Donc là, on va faire envoi parcours client. Et donc, pour envoyer vers un autre parcours client, vous avez entendu parler de serveur Kafka et tout, qui permet la communication de campagne, entre campagne et de journée, qui va permettre la communication entre Interact et de journée également. Et bien, Kafka permet aussi la communication des parcours clients entre eux. Donc ici, je vais choisir, donc on m'a filtré, j'ai juste eu une entrée source parcours client, donc je sélectionne cette source d'entrée et ça va me permettre d'envoyer la population sur un parcours client que j'ai défini au niveau de cette source d'entrée, que ce soit au niveau des définitions de données ou des points de contact. Donc maintenant, je vais remonter au niveau où Marie n'a pas cliqué sur le lien. Dans ce cas-là, je vais lui faire un mail de relance. Donc, on va faire une relance prêt immobilier. Donc ici, j'ai aussi préparé mon mail de relance qui va permettre de redonner l'ensemble des infos à Marie et surtout de lui redonner le lien pour aller dans les landing pages pour pouvoir saisir les données nécessaires qui me sont nécessaires pour calculer le prêt. Je vais donc contrôler les retours en direct avec un point de contrôle engagement qui va me permettre de tester l'ouverture ou le clic. On va faire l'ouverture ici, on a fait le clic tout à l'heure. Et vous voyez ici qu'on a les points de contact. On peut prendre un point de contact qui sera en amont de la relance immobilière qui est ici pour pouvoir l'analyser. Donc on n'est pas forcément obligé d'analyser juste le point de contact au-dessus de l'engagement de split, du test. On peut prendre un point de contact beaucoup plus en amont. Donc là, je vais faire sur une ouverture de 3 jours. Voilà. Et donc, s'il ouvre le mail, je vais considérer que dans ce cas-là, s'il ouvre le mail, je vais me remettre, comme j'ai mis un lien pour ressaisir ces données, je vais le remettre au niveau de l'attente des données de simulation, de manière à pouvoir peut-être par la suite lui envoyer le mail de simulation. Et si il n'ouvre pas le mail, il ne clique pas sur le mail, dans ce cas-là, je vais envoyer un SMS pour le relancer également. Donc, relance SMS. Donc là, je vais laisser bonjour monsieur, et puis on va laisser assez simple. Bonjour, avez-vous pu lire mes différents mails sur les offres immobilières. Hop. Et là, du coup, j'ai pas indiqué de données de perso, donc j'ai juste le téléphone à saisir. Et ensuite, on aurait pu encore voir ici, calculer regarder pour le mail. Est-ce que le mail a été délivré, oui ou non? Le SMS. Voilà, le SMS, excuse-moi. T'as vu, je suis. Hein. Voilà, c'est très bien. Et s'il a été délivré, donc on aurait pu aussi le rajouter, enfin un jaune pour le mettre en attente des données. Il me reste une dernière chose, c'est au niveau des objectifs. Donc on peut fixer des objectifs. Donc là, on peut fixer des objectifs sur des points de contact. Donc ici, le point de contact et l'objectif qui pourrait m'intéresser, c'est en fait les résultats d'offre de prêt, d'accord, que j'ai envoyé, donc le mail final avec l'offre de prêt. Et je voudrais savoir, j'aurai un minimum de 6000 ouvertures
de cette offre de prêt. Donc cet objectif, soit il est juste un titre indicatif, lorsque vous allez voir la liste de vos parcours clients, vous allez voir la progression de votre objectif, mais vous pouvez dire également que si l'objectif est atteint, ça termine le parcours client et celui-ci n'est plus à l'écoute des différents points d'entrée. Voilà, je pense que j'ai. Et après, bien sûr, on sauvegarde et on publie le parcours client de manière à ce qu'il puisse être utilisé par les différents points d'entrée. Merci beaucoup Olivier. Alors, il nous reste quelques minutes. On a eu donc Deliver peut envoyer des SMS de la question de Fred. Oui, Deliver peut envoyer des SMS avec nos partenaires, par exemple Route2Mobile, Twilio, et bientôt WhatsApp, comme on a pu le voir avec notamment notre cher Karunesh. Je vais reprendre les questions, n'hésitez pas à les poser, je vais essayer d'y répondre. On avait une question également de Thomas, est-ce qu'on peut faire de l'A/B testing du contenu et objet dans une journée? Alors, pas dans une journée, mais vous pouvez en faire dans Interact et dans Deliver. Donc en fait, dans les modules dans lesquels il y a l'interaction, vous pouvez faire en tout cas l'envoi de mail ou de SMS de l'A/B testing directement depuis ces modules. Une remarque de Fabien, IHCL a rallumé eMessage pour faire simple. J'ai beaucoup aimé cette remarque. Oui, on a repris le code source d'eMessage et on est en train de le revamper. Il nous fallait sortir rapidement ressusciter, on va dire, ce vieil ami d'eMessage et on va l'améliorer au fur et à mesure. Et une autre question également de Fabien que je reprends, le module Distributed Marketing va-t-il mourir? Eh bien non. Non, en fait, c'est le non collaborate qui sort à la fin de l'année, mais c'est le même module, Fabien. Voilà, si vous avez... Alors, on arrive à la fin de cet échange. D'abord, je voulais remercier vraiment Olivier et Tanguy pour l'organisation de ce webinaire et la démo qui a bien marché, Olivier, sur Journée. Donc là, aujourd'hui, vous avez sensiblement pu voir Journée. Je voulais remercier Karunesh, évidemment, pour la présentation de la roadmap qui est en anglais. Si vous souhaitez avoir une présentation dédiée, sachez qu'on est à votre disposition avec l'ensemble de l'équipe France pour vous présenter de façon dédiée l'ensemble de ces modules. Et bien sûr, je voulais remercier Laura, Lionel et Velvet pour l'organisation de ce premier webinaire. Alors, donnez-nous vos commentaires, n'hésitez pas hein, par mail. J'espère que vous avez nos contacts, en tout cas chez Tanguy ou moi-même. C'est notre premier webinaire avec Olivier sur Unica et avec Velvet. Donc, toute remarque sera bonne à prendre pour qu'on puisse s'améliorer avec le temps. On va essayer d'en faire un peu plus régulièrement. Le prochain, j'espère, début du mois de janvier sur Discover. Et puis revenir un petit peu sur ce qu'on a fait, peut-être avec d'autres cas d'usage. Si vous avez des cas d'usage et vous souhaitez nous les envoyer pour qu'on les réalise, eh bien on sera ravis de s'essayer, en tout cas de vous dire si on peut le faire ou pas. Donc on est là pour vous. Et on essaye de reconnecter en France un petit peu avec le groupe utilisateur. Donc on a le 23 octobre, je crois, une session dédiée aux clients français et françaises. Et donc, vous pouvez nous envoyer, donc on a quelques clients qui ont souhaité y participer. L'objectif, c'est de prendre ce temps pour dire ce qui va, ce qui ne va pas et ce qu'il faut améliorer. Ça peut être certains clics. On a vu avec Thierry Fassolin de Datamark, justement, il y avait des demandes depuis quelques années. Donc, on va essayer de les montrer auprès de l'équipe de Karunesh et puis voir comment est-ce qu'on peut les résoudre rapidement, à quelle échéance. Et voilà, s'inspirer vraiment de ce type d'échange. Donc, merci à tous et à toutes pour votre présence dans ce webinaire. On était plus de 60 à écouter l'ensemble de cette démonstration. Vos retours nous seront précieux pour qu'on puisse s'améliorer. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Encore merci pour votre participation. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.